Bonsoir et merci à tous d'être venus ce soir. C'est la dernière pour les rencontres cinématographiques de l'Orgue. Je suis ravie aussi d'accueillir comme chaque soir les internes là-haut, bravo, toujours nombreux, ça fait toujours très très plaisir. Et à tous nos publics aussi, bonsoir. Je vais passer le micro à Karine, Axel et Mélie qui vont vous présenter ce film ce soir. Je souhaite à tous une très bonne projection. Bonsoir à tous, donc Karine Sabel-Bonnard, enseignante au lycée de l'Orgue. J'ai travaillé cette année donc, sur le secret de la chambre noire avec les élèves de seconde de l'enseignement d'exploration art visuel. Et donc c'est à ce titre que Mélie et Axel vont vous dire quelques mots sur ce film. Pour ma part, pourquoi ce film? Donc, en quelques mots, parce que le début de l'intrigue repose sur le daguerréotype que vous allez découvrir grandeur nature pour les besoins du scénario. Je n'en dis pas plus sur le daguerréotype, c'est prévu. Et aussi parce qu'il illustre, vous le verrez très bien, le thème de l'illusion. Je vous souhaite une bonne projection. À tout à l'heure. Le film que vous allez voir est un film franco-belge-japonais réalisé en 2016 par Kiyoshi Kurosawa. C'est un film qui relève du genre dramatique fantastique et les rôles principaux sont interprétés par Tahar Rahim, Constance Rousseau et Olivier Gourmet. Il raconte l'histoire de Stéphane, un ancien photographe de mode qui vit seul avec sa fille Marie, qu'il retient auprès de lui dans leur propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pose devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant, arrive dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique. Alors maintenant, on va vous parler un peu du daguerréotype. Donc, c'est un procédé photographique qui a été mis au point par Louis Daguerre. Il produit une image sans négatif sur une plaque de cuivre et ce procédé permet d'obtenir pour la première fois une reproduction directe et précise de la réalité. Et ce type de photographie est contraignant pour le modèle qui doit rester immobile de longues minutes. Alors pour l'illusion, donc, parce que c'est le thème des rencontres et c'est l'image qui est reproduite. Oui, c'est une illusion de la réalité, quoi. La photo, c'est une illusion de la réalité, c'est pas vraiment la réalité, c'est une image. Pour ça que ce film rentre aussi dans le thème. Et après la projection, vous pourrez interagir avec Leila Baviera, qui est psychologue et qui pourra répondre à vos questions, psychiatre, qui pourra répondre à vos questions suite à cette projection. Et Karine. Et Karine. Bon, vous serez toutes les deux là, c'est parfait. Très bonne projection à tous. Bonsoir Leila. Donc Leila Baviera, vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, elle était intervenue sur le film brésilien, puisque Leila est brésilienne, et nous avait éclairé sur le film Une seconde mère. Voilà. Et cette année, nous l'avons sollicité parce que, manifestement, ce film, comme vous l'avez vu, évoque bien l'illusion. Karine, tu ne t'es pas trompée. C'est bien un film sur l'illusion. Mais je pense que Leila pourra nous éclairer sur les comportements que l'on voit dans ce film, qui sont effectivement du domaine psychiatrique, psychologique et psychiatrique. Tout d'abord, Karine, peut-être peux-tu nous dire quelques éléments supplémentaires sur le film, peut-être, sur le réalisateur, juste quelques mots, hein?
Sur le réalisateur, on sait que Kurosawa est habité par les fantômes. C'est un thème récurrent dans ses films. Il n'échappe pas à la règle dans celui-ci. Sur le film en lui-même, comme je vous le disais en introduction, ce qui me semblait intéressant, c'est ce daguerréotype qui... Bon, dommage qu'il soit abandonné ensuite. Dès que Marie meurt, le daguerréotype n'a plus vraiment raison d'être dans le film. Toujours est-il que c'est un point de départ intéressant sur le rapport que l'artiste peut avoir avec son modèle, avec la photo. Et d'ailleurs, ce photographe, Stéphane, qui est prisonnier du passé, un des personnages piégés, parce qu'ils le sont tous, je pense que tu vas pouvoir développer sur cette question, ils le sont tous à leur tour, et parfois la situation se retourne contre eux d'ailleurs. Bonsoir. Bon, après, on va essayer de comprendre les personnages du film. C'est le principal, c'est Stéphane, qui est ce photographe. Et c'est lui qui amène, oui, c'est lui qui apporte toute la centrale, le fil central du film. Mais c'est pas que ça, parce que, bon, je vais pas m'étendre beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais ces personnages-là, c'est un personnage qu'on pouvait dire que c'est un pervers narcissique, qui c'est un terme qui était inventé un peu en liant les concepts de pervers et le concept narcissique, qui dans la psychanalyse, c'est Freud qui a apporté tout ça. Mais je pense que c'est Hakamieh qui a parlé de ça la première fois. Et ces termes-là, il a pris comme une poudre. Le média et tout le monde a commencé à parler des pervers narcissiques, on entend parler partout. Mais en réalité, en termes de psychiatrie, il n'est pas classé comme un trouble psychiatrique. Et pour ça, à niveau juridique, quelqu'un qui est pervers narcissique, il n'est pas considéré comme malade. Et ça vient donner une double peine aux victimes, parce qu'elles sont censées être un peu d'accord, parce qu'elles se soumettent à la volonté de cette personne. Mais on voit bien dans le film qu'un personnage comme ça, qui a tout un vide en lui-même, qu'il a besoin de pomper la vie en quelque part. C'était d'abord sa femme, et après c'était sa fille, qui à un moment donné, elle dit tout est perdu, il n'y a plus de raison d'être. Parce que cette fille, elle avait en quelque part l'envie de vivre. Et elle avait quelque part cette préoccupation qu'elle avait avec les plantes. C'est parce que, c'est pas elle aimait les plantes, mais elle était les plantes. Les plantes représentaient elles-mêmes. Quand elle dit une goutte de ça, et c'est une plante qui meurt, parce qu'elle sentait de la même façon comme sa mère, elle est partie, qu'elle allait prendre le même chemin. Elle essayait de raisonner son père en disant « Mais on ne va pas vivre ici toute notre vie. Vous pouvez photographier d'autres modèles. » Et lui, il était enfermé dans une idée grandiose de lui-même,
en disant, à un moment donné, il lui dit dans la salle de bain, il disait, un jour, je vais ébahir à nouveau le monde. Et ça veut dire que lui, quand il s'est retiré là, c'est parce qu'en quelque part, il était blessé dans son orgueil. Il s'est éloigné pour inventer quelque chose de fantastique qu'il a vu que à la mort de sa femme le faisait éloigner un peu de son but. Et quand sa fille commence à lui sortir un peu de sa prise en disant « Papa, mais je vais partir à Toulouse » et toute cette chose-là, cet homme qui était irascible, qui n'acceptait jamais que quelqu'un lui fasse un obstacle. Il n'accepte pas que quelque chose se passe de telle façon qu'il n'avait pas conçu avant. C'était cette rigidité qui montre que lui, il était vide de sa vie psychique. Mais une personne comme ça, il a besoin de sa proie. La proie, elle peut s'échapper. Mais lui, il a besoin vital de sa proie. Et le film, il montre d'une façon, peut-être quelquefois pour vous qui avez vu une fois, un peu longue, ce parcours de cet homme qui est parti d'un désespoir total pour avoir l'espoir d'un jour refaire quelque chose de fantastique. Et quand il est déçu, il perd tout. Il perd tout, exactement. Il n'avait plus aucune emprise avec la réalité parce que tout était tombé. Il n'avait plus rien. Et là, c'est là que le film est intéressant parce que Kurosawa, il a fait un deuxième volet du film. Parce que quelqu'un comme ça, il n'éprouve jamais de culpabilité. Or, cet homme, à partir du moment qu'il voit le fantôme, il commence à se demander mais pourquoi tu m'en veux encore? Et il parle à sa femme d'une façon qui montre qu'il a une certaine culpabilité. Il pleure, il montre des sentiments qui, normalement, dans ce cadre psychiatrique, là, il n'aurait pas. Normalement, c'est quelqu'un qui reste d'acier devant toutes les choses qui tournent autour, parce que ce qui compte, c'est son personnage, son ego, son rêve. Il est capable de tout détruire autour de lui pour faire son rêve. Et là, on voit quelqu'un qui... Là, on retrouve le cinéma de Kurosawa avec cette façon shintoïste de voir les fantômes comme on sait au Japon. Ça veut dire les morts, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils sont comme des êtres comme les autres. Et on vit ensemble. D'ailleurs, dans son dernier film, je pense que c'est de l'autre côté de la rive, quelque chose comme ça, il y a ces retours et ce n'est pas des fantômes qui font peur. Mais dans le shintoïsme, la personne, quand elle a une culpabilité, elle est coupable de la mort de quelqu'un, elle est épouvantée par le fait de le voir. Si on n'a rien à craindre de ces fantômes-là, c'est parce qu'on n'a rien fait de mal à cette personne-là. C'est tout cet mariage
entre la psychiatrie et le cinéma de Kurosawa que je retrouvais dans ce film. Bon, il y a les autres personnages. Il y a Jean. Jean qui arrive dans cette maison d'une façon légère. On monte au départ, il descend dans une gare, il est un garçon comme les autres, il rencontre encore ses copains dans le bar, mais après, petit à petit, il sombre dans une irréalité. Parce que, comme il disait, dans cette baraque, c'est difficile de ne pas écouter de voix et voir des fantômes. Mais il tombe dans cet état-là, petit à petit, parce que il est pris dans sa tête, il était comme un docteur Faust qui vend son âme au diable, parce qu'il est arrivé et Stéphane ne le traite pas très bien. Mais il voulait tellement cet emploi qu'il fait tout pour plaire. Après, il y a le coup de promoteur immobilier qui lui offre l'opportunité de gagner beaucoup, beaucoup d'argent d'un coup. Il ne se voit plus. À partir de là, ça commençait toute une folie dans sa tête. Et il plonge là-dedans, il glisse jusqu'à la fin qu'il est complètement en dehors de la réalité. Marie, c'est un personnage qui, on peut dire, elle était la plus normale, parce qu'elle voulait s'en sortir de là. Elle disait, il faut que je vive ma vie. Et elle fait tout pour Jean, et elle représente pour elle comme un catalyseur d'une vie qu'elle voulait. Elle voit que c'était possible avec cette histoire de vendre la maison. Et finalement, peut-être, Kurosawa va nous dire qui a tué Marie, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que si on dit d'une façon rationnelle, il n'y avait que le père qui était là-haut, et il voit que la fille dit « je vais partir à Toulouse », on ne sait pas. Ou bien, c'est le fantôme qui a poussé Marie par l'escalier. Tout ça, montre bien que c'est du cinéma, et c'est un cinéma pour nous faire réfléchir sur ce monde qu'on vit, une société complètement narcissique et que chacun vit dans son propre monde et ne veut pas savoir de l'autre. Et dans ce sens-là, je pense que le film a plus à montrer que les fantômes ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment l'illusion, parce que l'illusion, c'est d'imaginer qu'on peut vivre comme Stéphane, qui avec que son désir et qu'un chemin devant lui, et autour de lui, il fallait écraser tout le monde. Et c'est pour ça que je trouve j'ai bien aimé ce film. C'est à vous de dire quelque chose, si vous avez... Merci Leïla, tu nous as brossé un petit peu tout le film. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que Karine et Leïla pourraient compléter? Robert, tu as une question? J'ai pas vu le film, malheureusement, j'ai vu que la fin. Alors je sais qu'on est sur le phénomène de l'emprise, et l'emprise c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Une question. Voilà. Alors c'est pas une Isabelle. question, c'est une remarque. J'ai été frappée par le nombre de portes dès le début du film, et ça continue et ça continue. Et les fenêtres, on la voit une seule fois ouverte, la fenêtre. Il y a toujours un rideau, toujours un rideau, toujours un rideau. Ça m'a vraiment frappée. Et à un moment, effectivement, elle ouvre la fenêtre.
Donc ça m'a interpellée. Donc si vous avez une explication, je serais heureuse de l'entendre. En revanche, ce que j'ai pas du tout aimé dans le film, c'est la musique qui est trop appuyée. Ça m'a vraiment gênée. Voilà. Oui. Parce que la fenêtre, quand elle ouvre la fenêtre, qu'elle est dans l'appartement de Jean, qu'elle ouvre la fenêtre et dit « Ah, c'est ça la réalité, la limite », dit comme ça. Mais ça fait partie de la filmographie de Kurosawa, qui utilise toujours ces rideaux, les vultes de gens qui passent derrière, qu'on voit à peine. Même dans ce film, il y a quelquefois qu'on a du mal à comprendre ce que les gens disent. Et je pense que c'est un peu exprès qu'il fait ça. Il nous laisse dans une situation de brume. On ne peut pas complètement voir tout. Une autre question, Monique? Monique. Oui, en fait, pour moi, quand je pense analyser le film, pour moi, Marie, c'est un peu la réincarnation de sa mère. Et l'histoire qu'il y a entre Marie et Jean, c'est un petit peu ce qui a pu se passer entre la mère et Stéphane. J'ai l'impression que la manière dont Jean, finalement, se détache d'une vie réelle, c'est un peu ce qui s'est passé avec Stéphane quand il s'est détaché d'une vie réelle à la mort de sa femme. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une réincarnation dans ce couple par rapport au couple Stéphane et la mère, dont je ne me souviens pas du prénom. Bon, là, il y a une grosse différence. C'est la personnalité de Stéphane et la personnalité de Jean. Oui, mais c'est la manière dont leur vie se déroule Oui, à un moment donné. Parce que Jean, il devient un peu fou, comme Stéphane est devenu fou. Oui, mais c'est pas la même folie. C'est pas la même folie, mais c'est ce qui se passe en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il il termine sa vie comme Stéphane a pu terminer la sienne. Enfin, je sais pas, moi je l'ai ressenti comme ça. Non, mais c'est tellement ouvert la possibilité que c'est vrai que on peut voir comme ça. Mais là, à niveau de la personnalité de Jean, il voulait tirer Marie de cette histoire. Tandis que Stéphane, sa propre maladie, qui elle est beaucoup plus grave que celle de Jean, et lui, il détruit autour de lui, parce qu'il détruit pas parce qu'il veut détruire, il détruit parce qu'il a besoin de la vie qui est dans l'autre. Dans le mécanisme, et là, le daguerreotype, c'est quelque chose qui fixe la personne. Il faut qu'elle soit immobile. Et j'ai réfléchi une chose, peut-être c'est un délire à moi, c'est que Stéphane, il avait dedans, son psychisme, il était immobile. Et lui, il avait besoin de la vie, du mouvement qui était dehors. Mais comme il ne pouvait pas mettre ça dehors, il répétait la chose de lui, d'immobiliser. Parce que c'est ça le pervers narcissique. Il fait l'autre vivre exactement ces vides, la descente vers le bas, chaque fois moins. Et c'est ça le truc de rester complètement figé avec cette machine qu'il a inventée pour
pour passer 120 minutes comme il a mis sa fille. Non, c'était très grave. Hein. C'est beaucoup plus grave que... Le résultat est là. Le résultat est là, c'est que... Le résultat est là, c'est que Jean devient est pris par une certaine folie, puisque à la fin, il parle comme si elle était là. Bon, d'accord, c'est pas la même folie que Stéphane, mais il termine comme lui, en fait. Oui, termine. Et d'ailleurs, sa destruction aussi, c'est quand il tue l'agent immobilier, enfin, c'est... Ah oui, là, c'est oui. la totale. Ah oui. Oui, il a perdu complètement. La différence, c'est quand même que Jean cherche à s'échapper et à construire quelque chose, là où Stéphane reste enfermé et détruit tous les personnages. Peut-être, mais n'empêche que la fin du film peut démarrer sur un autre film, dans la mesure où finalement Jean va vivre tel que Stéphane a fini par vivre. Enfin, pour moi, c'est un peu... c'est peut-être pas la même folie, c'est peut-être que... mais il termine de la même manière. C'est-à-dire que cette folie qui le prend et qui voit qui voit Marie, qui réincarne Marie dans sa tête, c'est un peu la même... Enfin, l'aboutissement est le même. Oui, tous les personnages finissent par être piégés, y compris le spectateur d'ailleurs, qui à son tour se met à douter. Si vous avez adhéré, vous doutez, et vous êtes piégé. Moi, je voulais juste dire que j'avais l'impression qu'en fait, il a substitué Marie à sa mère. C'est exactement le même personnage, la même robe, elle est figée sur cette grande image et la toute petite image qu'il pose à côté. C'est le pervers, il a juste substitué Marie, il a emprisonné Marie de la même façon qu'il avait emprisonné sa femme qui a fini par se suicider. Et Marie, elle meurt. On aurait tendance à penser avec le petit clin d'œil sur, enfin je sais pas si c'est un clin d'œil, mais avec le mieux relaxant, on peut penser qu'il lui en a donné trop et que cette fille est tombée de l'escalier parce que, voilà, enfin c'est une hypothèse. Voilà, et donc en fait, là moi je suis pas d'accord avec lui parce que je crois pas que Jean, le pauvre, lui, c'est aussi une victime de cette folie ambiante, de ce processus dans lequel il est rentré. Il a été très docile avec Stéphane, il est tombé amoureux de Marie et en fait... il s'est pris dans un espèce d'engrenage au point d'en perdre la tête lui aussi, quoi. Il a perdu la raison, mais c'est pas du tout la même folie que celle de Stéphane. Mais c'est vrai que ça laisse complètement perplexe, hein. Surtout quand il tue l'agent immobilier. Moi j'ai trouvé que c'était une rupture dans le film. Enfin pour moi ça a été une rupture ce moment-là. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas, alors même s'il n'y avait pas une cohérence très, très visible, il y avait quand même un fil conducteur qu'on arrivait à capter. Et quand il tue l'agent immobilier, là, cette rupture-là, je pense que sur le plan psy, ça doit être... j'aimerais bien avoir un peu d'éclairage parce que je n'ai pas compris. Je pense que là, quand il a vu que Stéphane s'est suicidé et que Marie était morte, vraiment, c'était un peu trop pour lui. À chaque moment, il essayait de venir à la réalité et dire tout ce que je vis avec toi, il me semble irréel. Il disait des choses comme ça. À un moment donné, il entend papa, il dit non, je n'ai rien entendu. Et plusieurs fois, comme ça, il nie complètement qu'il ne veut pas lâcher ce rêve. Et quand lui, le Stéphane, il s'est tué, le rêve était parti parce qu'il ne pouvait plus vendre la maison, il ne pouvait plus aller à Toulouse avec sa mari et les plantes,
Et il était comme l'autre quand il a perdu aussi tout. Et là, c'était assez... là, c'est le réalisateur qui nous met dans une situation difficile quand il montre le revolver sous la tempe, le coup de feu, et après, devant la personne qui vient pour acheter, il dit, c'est tout votre faute. Il dit, mais c'est vous qui avez tué. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non, comme si, en quelque part, il ne savait plus du tout où il était, qui il était. Tout était parti. Il était complètement hors de lui. Oui, il n'avait plus de... Oui, c'est ça, une folie, une crise de folie aiguë, c'est exactement ça. C'est tout disparaît. Il n'y a plus rien. Et il n'y avait que l'angoisse, le désespoir et la douleur. Il n'y avait que ça. Une question, oui, Isabelle. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la scène de la rivière ou du lac, je ne sais pas, enfin je crois que c'est une rivière. Oui. Voilà, enfin bon, il y a deux scènes. Est-ce que vous pouvez nous les éclairer un petit peu? Oui, parce que là aussi, lui, il a mis la couverture sur Marie. Les réalisateurs, ils montrent bien que la porte n'était pas bien fermée. Et quand il a la force de regarder derrière pour voir si elle était là, et tout, il a presque se tapé sur un arbre et qu'il fait un mouvement brusque avec la voiture. Il était à côté de la rivière. Et sûrement, le corps est tombé. Mais lui, il n'a pas pensé à ça. Parce que lui, il ne pouvait pas perdre sa Marie. C'était tout pour lui. Et c'était quelque chose qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas accepter ça. Et à partir de là, quand elle revient, on voit bien qu'elle revient d'un coup comme ça. Et elle dit même, mais vous n'êtes plus blessé et tout ça. Et tout ça, ça devait tourner dans sa tête. Comment, parce qu'il était encore entre, parce que le père disait non, elle est morte. Et lui, il disait non, elle est là. Et là, il va 2 fois à côté de la rivière pour voir qu'est-ce qui arrive. Et là, il voit qu'il y a des gens qui cherchent quelque chose. Et c'est fait là qu'il voit on voit quelque chose qui sort de l'eau comme ça. Et quand il voit quelque chose qui sort de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fuit parce qu'il ne voulait pas voir. Il voulait absolument rester avec elle. Alors, si tout est dans son imagination, est-ce que le suicide et le meurtre ne sont pas aussi dans son imagination? Le suicide de qui? Le suicide de Stéphane et le fait qu'il tue l'agent immobilier. Puisque ça... tout est dans son imagination, non, est-ce que ça ne l'est pas aussi? Non, mais ça, c'est une façon de voir très rationnelle que nous avons ici dans l'Occident, de dire c'est tout dans son imagination. En réalité, Kiyoshi Kurosawa, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il vit dans sa façon de voir les choses. Les morts et les vivants, ils vivent dans le même monde. Il n'y a pas de raison d'avoir peur des morts et des choses comme ça. Il a ce côté shintoïste comme ça qui est
qui est très important pour comprendre le film. Ça veut dire que ce n'est pas important pour lui. La réalité, ce n'est pas important. L'important, c'est ce qui se passe, ce qu'il raconte, surtout de cet amour qu'il y avait entre Jean et Marie, et que lui, il vit ça aussi avec sa femme, qui le suit partout. Bon. Je ne sais pas si je vous ai répondu. J'allais juste ajouter, pour appuyer ce que tu viens de dire, que lorsque la vieille dame vient se faire photographier, qui sent la mort arriver, elle vient se faire photographier, elle dit elle-même, la mort n'est qu'une illusion. C'est pour vous, les jeunes, que c'est une réalité. Bien. Est-ce une dernière question? Sinon, on va s'arrêter là. Non? Pas de questions au balcon non plus? Bien. Eh bien, écoutez, merci Karine, merci Leïla pour cet éclairage. Et nous terminons avec cette séance des rencontres cinématographiques, pas tout à fait, hein, puisqu'il y a le palmarès demain soir, où je vous convie de venir, donc à partir de 19h15 à la salle François Mitterrand. Voilà. Et nous aurons l'occasion donc d'avoir le palmarès, c'est-à-dire le prix du jury, le prix du public, du tout public, le prix du jeune public, et nous aurons évidemment les travaux et les courts-métrages des jeunes lycéens, et le prix du court-métrage du jeune lycéen. Voilà le programme de demain soir. Bonne soirée, bonne nuit, et à demain.